Bien bonjour, du coup il était temps, on arrive à la conclusion du cours sur le bonheur et je vais faire une petite synthèse rapidement. Alors je vous rappelle que le but de la conclusion, c'est pas tant de résumer ce qu'on a raconté que de vraiment répondre à la question. Alors justement, c'était demandé s'il fallait satisfaire ses désirs pour être heureux. Et ben là, on a répondu dans notre dernière partie que satisfaire ses désirs, c'était pas la meilleure méthode. Non seulement c'est évidemment impossible, non seulement ça produit une surenchère du désir, c'est-à-dire qu'on en veut de plus en plus et qu'on est de moins en moins satisfait de ce qu'on a, mais en fait, même si on réussissait par miracle à satisfaire tous nos désirs, eh ben, en fait, on ferait disparaître ce qui donne du sens à notre vie. Au fond, on ne veut pas tant la disparition du désir que l'idée de la jouissance, mais au fond, on aime le désir. Alors, d'un autre côté, on a aussi vu qu'il ne s'agissait pas non plus de résister à ses désirs pour pas y succomber, pour pas y céder. Il ne s'agit pas de condamner ses désirs, ce serait naïf, il y a quelque chose d'involontaire dans le désir ou de les nier. Car au fond, les hommes, ils ont besoin de désirer pour oublier leur misère, ça c'était un peu la thèse de Pascal, et, euh, et, et puis aussi pour se transformer, pour s'épanouir, pour apprendre à se découvrir et à être soi-même. Ça c'est plutôt la thèse de Freud. Bref, euh, il faut encourager le désir. Il faut apprendre à profiter aussi de l'insatisfaction qu'il produit, parce que dans cette insatisfaction se loge au fond un espace de liberté, un espace d'une certaine plasticité qui nous permet d'explorer une certaine forme de créativité dans le désir. Alors, donc voilà ma réponse. Juste, je synthétise les grandes idées qu'il faut retenir sur le bonheur et sur la liberté, parce que c'était un petit peu le cœur de notre cours. Alors, le premier texte qu'on a vu, c'était le texte de Calliclès, qui définissait vraiment le bonheur comme jouissance. Et je vous rappelle qu'on avait dit que cette thèse, c'était une thèse hédoniste, mais vous connaissez le terme. Donc, voilà, rappelez-vous-en. Euh, L'hédonisme. Deuxième, alors comment est-ce que Calliclès défendait ça, cette idée que tout, euh, tout doit converger vers la jouissance, c'est que la nature a fait les choses ainsi, que le bonheur, c'est le but de la vie, c'est le souverain bien, ça c'était le terme technique, ce serait bien de le retenir. Et alors, le terme vraiment technique pour définir ceux qui pensent que le bonheur c'est le souverain bien, c'est le démonisme. Et au fond, c'est le démonisme de Calliclès qui justifie son hédonisme. La nature a fait les choses comme ça. Et c'est sa croyance que le bonheur, évidemment, est égal au plaisir. Deuxième argument important de Calliclès, c'est que ceux qui condamnent les désirs, ou ceux qui essaient de les satisfaire à tout prix, sont hypocrites et jaloux. Et c'est qu'au fond, tout le monde veut la même chose. S'il y en a qui prétendent le contraire, c'est simplement qu'ils ne sont pas assez forts pour se satisfaire. Donc ça, c'était les deux gros arguments importants, et ce serait bien de les retenir. Ensuite, le deuxième texte qu'on a vu, c'était le texte d'Étonneau, le texte de Socrate, qui défend l'idée qu'au contraire, il faut se modérer, que celui qui ne recherche que la jouissance court à sa perte, et qui définit le bonheur comme davantage comme suppression de la douleur que comme augmentation du plaisir. Je vous avais donné le terme technique, c'est l'ataraxie. Donc, ce que dit Socrate et son argumentaire, il est intelligent de ce point de vue, c'est que suivre tous ses désirs, c'est pas seulement immoral, comme les Calliclès. Socrate ne nie pas que Calliclès est immoral, mais surtout il l'attaque sur l'efficacité de sa méthode. C'est surtout inefficace quand on recherche le bonheur de se laisser aller à tous ses désirs. Alors, je voudrais vraiment que vous vous rappeliez de la démonstration, elle est très importante. Comment ça se fait que la vie de plaisir mène au malheur? Donc, vous vous rappelez, c'est que ça produit de la frustration, parce qu'au fond, celui qui mène une vie de plaisir mène aussi une vie de manque. Ça rend éternellement insatisfait parce qu'on en veut toujours plus, on n'est jamais content de ce qu'on a, et surtout, ça produit de grandes déceptions parce que, au fond, on va inventer des objets de désir, on va désirer l'impossible, et finalement, on n'aura jamais ce qu'on veut. Voilà pour le deuxième texte. Le troisième texte, c'était le texte de Pascal, qui était un texte pessimiste. Ça, j'aimerais bien aussi que vous reteniez le terme pessimiste. Ça veut dire que le bonheur n'existe pas. C'est ça que ça veut dire le pessimisme. Pourquoi est-ce que les gens voient le verre à moitié vide? C'est que précisément, ils ne croient plus en l'idée de bonheur. Alors, pourquoi est-ce que le bonheur est impossible, dit Pascal? C'est que la condition humaine est faite ainsi. Alors, c'est vrai que c'est le divertissement et la recherche du plaisir qui rend malheureux, mais en fait, ceux qui se divertissent pas, ils sont tout aussi malheureux, sinon plus,
parce qu'ils ne supportent pas les retrouvailles avec eux-mêmes. Hein, donc ce serait bien de, voilà, de bien se faire expliquer pourquoi l'ennui est insupportable et de comprendre que la conséquence de ça, c'est qu'au fond, on n'est pas dupe de ça. Et quand on part à la guerre, quand on s'amuse à séduire, quand on joue, etc., on sait très bien qu'au fond, on se dirige probablement vers des biens illusoires qui ne nous rendront pas vraiment heureux. Mais en fait, voilà, ce qui compte, c'est l'activité. C'est qu'on s'oublie dans l'activité, on s'oublie dans la quête du plaisir, on s'oublie voilà, quand on se donne un but. Et au fond, c'est ça qui compte. Hein. Et donc, au fond, on peut dire avec Pascal que dans le désir, voilà, l'objet du désir est au fond qu'un prétexte, hein, pour s'oublier et pour se dépenser dans l'activité. Alors, on a relevé ce défi pessimiste avec Freud en disant que, bon, ben, ok, il y avait peut-être quelque chose de naïf à penser qu'on allait être heureux en satisfaisant simplement nos désirs. Mais Freud propose une thèse plus intéressante, me semble-t-il, dans la mesure où il dit ouais, mais on n'est pas condamné finalement à subir de mauvais désirs toute sa vie. Alors peut-être qu'on sera toujours imparfait, on sera toujours insatisfait, mais d'une part, ben, on peut en apprendre davantage sur ce qu'on aime vraiment, on peut comprendre ce qu'on désire, et c'est souvent la méconnaissance de ses propres désirs hein, qui crée le malheur. Alors là, il faut que vous sachiez un petit peu expliquer ce que c'est que le refoulement, comment est-ce que l'idée de refoulement s'articule avec l'idée de résistance, et qu'est-ce que c'est qu'un symptôme voilà, comme un rêve, un lapsus, un symptôme hystérique, hein, que c'est l'articulation d'un désir refoulé qui s'exprime, enfin c'est l'articulation d'un désir qui s'exprime et de son refoulement. Hein. Tous les symptômes sont à la fois l'expression du désir et en même temps la façon dont le désir se cache. Hein. C'est voilà, ça, il faut bien retenir ce truc-là. Et du coup, une fois qu'on a compris quels sont nos véritables désirs, voilà, Freud explique hein, que bah, il s'agit de les accepter et puis aussi d'accepter qu'on ne pourra pas tous les satisfaire, mais que dans cette insatisfaction se trouve une richesse, c'est que bah, on peut apprendre à se transformer, on peut apprendre à savourer, on peut apprendre finalement à se donner une forme de liberté et à retrouver la plasticité du désir qu'il avait à l'origine. Plasticité, je vous le rappelle, hein, c'était l'idée que voilà, la pulsion n'est pas déterminée par un objet, hein, c'est le désir qui investit les objets et non pas les objets qui provoquent le désir. Hein, c'est pas parce qu'une femme est belle que je l'aime, c'est parce que je l'aime que je la trouve belle. Et donc voilà, cette plasticité originelle du désir, cette capacité du désir à rendre des objets désirables, c'est un peu l'espace de la liberté qu'offre qu'offre le désir et donc qui peut vraiment nous rendre heureux. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Le cours sur le bonheur est terminé.